le Congo gagne ou il perd dans cette initiative. Mais dans ce débat-là, le Congo perd par contre. Parce qu'on décourage les initiatives positives. C'est ça qui va se passer. C'est que dorénavant, tout celui qui voudra venir va se dire « j'aurai la foudre de tout le monde ». Que le Rwanda ait financé un billet d'avion ou 2 billets d'avion. On connaît tous, on sait tous la position financière des 2 églises. Excusez-moi du peu. On sait très bien que l'église catholique, ce n'est pas l'église catholique que vous verrez faire des appels de fonds pour construire une maison pour le pasteur ou des choses comme ça. Non. On connaît leur puissance financière. Donc, ce genre de débat ne nous avance pas. Au contraire, c'est ceux qui lancent ce débat-là, c'est un peu comme le débat sur le fédéralisme. Il y en a qui lancent la question, oui, mais comment ils sont financés? Mais en vrai, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne sont pas crédibles. Donc, les consultations qu'ils sont en train de faire ne doivent plus nous concerner. On est en train d'aménuiser nous-mêmes les chances de la paix et d'un dialogue entre Congolais. Parce que le gars qui était au devant de lui fait quand même poser la question, ça veut dire que vous êtes sorti avec des enveloppes de Paul Kagame. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si c'est quelqu'un qu'on a envoyé pour soutirer de mots à l'évêque et faire du chantage, comme on est en train de le voir. Il n'a fait que son travail de journaliste en posant des questions et en essayant de soutirer le maximum d'informations à son invité. C'est un travail de journaliste, bien évidemment, mais j'aurais voulu aussi que des journalistes culturels puissent beaucoup plus s'intéresser à la culture et laisser aussi la politique de côté parce qu'il y a eu une sorte de confusion quelque part. Tikala Seko, Ndenalita, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. On ne le dira jamais assez, le temps détruit tout ce qui ne se construit pas avec lui. Ouais, il est important d'intégrer cette variable dans tout ce que nous essayons de faire pour colmater les brèches et en finir avec l'insécurité grandissante à l'est du pays. Les pays qui est sous perfusion nationale, parce que par ici la rébellion, par là les inondations qui nous mettent dans une situation très très intenable. Il faut réagir par des solutions urgentes. Nous sommes encore à ce jour-là pour vous servir comme nous savons le faire et nous avons bon espoir que vous aurez à passer du bon temps de télé. Le casting qui a été fait à ce jour vous permettra de vous replonger dans la gestion rationnelle de l'État. Beaucoup de choses, beaucoup de sujets à évoquer. On parlera exactement du grand débat qui s'invite au sein de l'opinion, la question sur le fédéralisme, un Congo fédéral. Est-ce une solution miracle alors que notre pays reste confronté à une situation, à une crise sécuritaire qui plombe le développement durable dans notre pays? La question sera posée à nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. On parlera également du processus de paix de Luanda avec un nouveau médiateur qui a été désigné par l'Union africaine. Il y a une lueur d'espoir. Faut-il entrevoir une paix durable ou la cessation des hostilités
à travers le nouveau médiateur qui a été désigné par l'Union africaine, comme je le disais tantôt. Quel rôle va-t-il jouer dans ce conflit qui oppose la RDC au Rwanda? On parlera de cette polémique qui s'est enflée depuis quelques semaines, la question de financement de l'initiative de l'Église SCC et de l'Église catholique. Il se pose un grand problème. Beaucoup pensent que les pères spirituels sont en train de se contredire quant à leur initiative. On reviendra largement sur ça. Et puis un mot sur le prochain gouvernement d'union nationale, parce que pendant 2-3 semaines presque, les pays ont assisté au rythme de consultation nationale sous la férule du Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État et le professeur Ebérand de Kolongele. Est-ce que pouvons-nous déjà épiloguer sur le prochain gouvernement qui sera mis en place? Quel bilan dresser à ce jour de ces consultations? Pour en parler sur ces plateaux, Francis Ochoudi, journaliste et analyste des questions politiques, c'est un honneur de vous avoir. Merci. Bienvenue. Bienvenue, cher ami. Merci d'avoir pensé à nous. Je crois que c'est une première que je participe à ce plateau, que j'ai toujours respecté, d'ailleurs, pour la qualité de débat que vous avez toujours prôné. Et donc, je vous remercie vraiment pour cette considération. Merci beaucoup. Merci. En face de vous, on a le très pertinent Jonathan Eloo, président du mouvement Debout Congolais, DECA. Vous êtes membre de la société civile. Effectivement. Pourquoi le choix de la société civile? Parce que la politique a tellement déçu, ça fait 65 ans que les politiques dirigent, et je pense qu'à un moment, il faut se mettre en retrait de la quête permanente du pouvoir, ce qui est le but d'une action politique, et pour se rendre maintenant à l'évidence de la quête des solutions et des avancées pour la société sur plusieurs générations. Donc c'est pour ça que nous avons effectué ce repli que nous considérons comme stratégique, et, en attendant de voir ce que la vie nous réserve. Et la politique a tellement déçu. Quel tableau faites-vous de la politique et des partis politiques en République démocratique du Congo? Les partis politiques aujourd'hui au Congo sont un peu comme tous les secteurs de la vie publique. Il n'y a aucune régulation sérieuse, il n'y a aucune loi qui est scrutée pour l'exercice des fonctions. Il n'y a il y a rien qui est requis dans le chef des animateurs de ces partis politiques. Conséquence, aujourd'hui, c'est un pugilat bien organisé qui ne fait qu'entretenir. Comment vous expliquer aujourd'hui, vous avez des pays comme la Guinée, où plusieurs partis ont été interdits de participer pour la simple et bonne raison qui n'avaient pas organisé de congrès, qui n'avaient pas mis à jour leur statut. Aujourd'hui, est-ce que si on fait cette loi-là, on applique, parce que c'est dans la loi portant organisation des partis politiques, est-ce que si on applique la loi, combien de partis survivront à cette initiative? Pas beaucoup. Mais le problème, c'est que ce sont ces mêmes partis qui envoient des animateurs dans l'appareil électoral. Ce sont les mêmes animateurs qui vont au gouvernement, au Parlement. Donc, en gros, il n'y a personne pour garder la maison et les souris dansent tranquillement. Donc, aujourd'hui, le problème de nos acteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'envie d'être et d'exister, notamment chez les jeunes. Il y a beaucoup moins d'envie de réfléchir et d'apprendre. Beaucoup d'envie d'être et d'exister chez les jeunes. Ouais. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur, ou vous n'avez pas eu de poste, ou vous n'avez pas été servi comme vous le voulez, que vous êtes décidé enfin de vous engager dans la société civile? Non, si ça avait été ça la raison, ça se serait su depuis plusieurs années maintenant. Parce que je n'ai jamais assisté à une quelconque consultation, à une quelconque tentative. Je n'ai jamais fait de tentative. J'étais candidat opposant déjà à l'époque avec Envol. Donc je ne me sens pas concerné par cette envie irrépressible d'assumer les fonctions. Je ne viendrai pas, moi, vous dire un discours ici pour vous dire oui, il est temps que les jeunes soient représentés au gouvernement à 30%. Parce qu'on a vu des jeunes représenter ce pays. C'est un faux débat. Et on a vu, c'est un faux débat parce qu'on a vu la plupart des gens qui ont dirigé. Vous savez, le plus vieux président de ce pays, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui prend le pouvoir le plus tôt. Tous ses prédécesseurs étaient jeunes, moins jeunes. Sont accédés. Il y en avait de 29 ans, jeunes. sous 35. Kassavou, il avait quoi? Il avait quarantaine d'années, un début de quarantaine.
Donc, ce pays a été dirigé pendant longtemps par des jeunes. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'ils sont jeunes, la question, c'est est-ce qu'ils ont pris le temps d'apprendre. Certains ne finissent même pas leurs études. Ils sont déjà là en train d'écrire sur Twitter « Je veux être conseiller du chef de l'État ». Finis d'abord tes classes, apprends, trouve un métier, découvre la vie et puis viens maintenant gérer. On ne va pas donner à des stagiaires, on ne va pas continuer de donner à des stagiaires. Il y a des tweets parfois avec beaucoup de fautes d'orthographe. Voilà, très souvent. Donc, on ne va pas donner les clés du pouvoir à des stagiaires continuellement et de manière répétée. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps du recul dans la société civile. Allez, Francio, tu dis sur ces sujets, la démocratie et les partis politiques. Est-ce que les partis politiques, dans leur organisation, nous font vivre ou nous font aspirer véritablement à la démocratie? Déjà, je veux revenir sur un truc, un élément important que notre ami a dit. Mais bon, ça me paraît un peu étonnant parce que il est vrai que de la société civile à un parti politique, il n'y a qu'un pas. C'est rétrograde. Je me dis, est-ce que parce qu'on a été déçus? Parce qu'on s'engage sur un champ de bataille avec une identité politique, une couleur politique connue. Et après, on s'est dit, malheureusement, ça passe après les élections, après son échec aux élections de 2023, que notre ami se retrouve au niveau de la société civile, alors que pour certains, on commence de la société civile vers... Lui, plutôt, il a fait l'inverse. Lui, il a fait l'inverse. Ça laisse quand même à réfléchir. Oui. Courage. C'est votre liberté, hein, c'est votre liberté. Mais ce n'est pas un fait anodin. C'est un fait qui a été... c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que ça laisse à réfléchir, le cardinal Mosengo il y a vient quelque passer chose de la présidence de l'Assemblée à l'Église catholique. Donc, et il dit ça non pour vous cribler, non plus pour vous jeter des fleurs. Il ouvre une parenthèse à la réflexion. Je suis dans la même parenthèse. Je suis dans la même parenthèse. Alors, pour revenir sur le parti politique et la démocratie, en RDC, ça peut faire l'objet de tout un travail avec autant de chapitres de développement, parce que c'est tellement quelque chose de très, très, très important par rapport au contexte politique congolais. Est-ce que dans nos partis, pour parler de la démocratie au sein de partis politiques, d'abord, je peux vous dire que ça n'existe pas. Tous ces chantres de la démocratie issus qui appartiennent à des partis politiques, si vous le regardez, quand ils vivent au sein de ces partis, ils ne font pas l'apologie de la démocratie. Vous les avez fréquentés? Un exemple simple. Vous parlez en connaissance de cause. Un exemple simple. Je suis journaliste, je sais de quoi est-ce que je parle, mais je vous donne un exemple. Observez seulement, il y a eu consultation. Vous avez vu les gens qui sont allés à ces consultations-là, seulement les présidents de partis, les figures emblématiques, considérées emblématiques de ces partis politiques-là. Et attendez, lorsque on va demander, on va exiger pour un poste ministériel 3 noms. Il suffit seulement d'observer les 3 noms qui seront envoyés au niveau de la présidence, les ministrables. Et vous allez comprendre que c'est une démocratie de faste qui n'existe pas. Ça n'existe que des noms. Et au niveau de fait, cette démocratie n'existe pas. Nous avons affaire au sein des partis politiques. Que devrions-nous faire pour la réanimer? Pour la réanimer, pour qu'elle soit beaucoup plus vivante. Pour réanimer cette démocratie, il va devoir d'abord qu'il y ait changement de cette classe politique envoûtée. Cette classe politique égoïste. Des gens qui ont travaillé depuis 1960 simplement pour leurs intérêts égoïstes. Est-ce que vous mesurez bien vos mots quand vous parlez d'une classe politique égoïste et envoûtée? Je ne sais pas si vous voulez que je vous mette la balance ici pour que vous puissiez finalement vous rendre compte qu'elle se retrouve dans mon cœur et dans mon esprit également. Donc je balance bien mes mots. C'est une classe politique envoûtée. Pourquoi? Parce que c'est là où vous voulez que je vous explique un peu. Donne-moi le temps. Pourquoi je dis que cette classe politique est envoûtée? Il suffit seulement de regarder comment est-ce que les institutions de la République fonctionnent depuis bien longtemps pour comprendre qu'il y a des gens qui n'ont que des objectifs de s'enrichir. Nous sommes un pays, on a toujours dit que nous sommes un pays insolemment riche, on a des minéraux partout, c'est un don de Dieu, comme on l'a toujours dit.
Mais qu'est-ce que cette classe politique fait pour transformer cette richesse? Aujourd'hui, moi, je peux appeler ça une richesse spirituelle parce que les Congolais ne vivent pas cette richesse. Qu'est-ce que ces politiques-là, cette classe politique que j'ai appelée tantôt envoûtée, a fait depuis 1960 pour transformer cette richesse-là à une réalité que les Congolais doivent vivre? J'aime toujours le dire, chers confrères. Nous autres, nous qui achetions le pain au coin de l'avenue, nous ne sommes pas à mesure d'aller dans le supermarché. Moi, je suis du côté de ces mamans-là qui passent tout le temps aux côtés de Paix Victoire. Ces mamans-là n'ont pas besoin de nos Français. Ils n'ont pas besoin du cadre macroéconomique. Ils ont besoin de la conséquence positive au niveau de leur panier d'aménagement. C'est tout ce qui les concerne. Et donc, pour vous répondre, pour arriver à réformer, à rendre effective cette démocratie au niveau de nos partis politiques, il va falloir qu'on arrive à changer cette classe politique. Malheureusement, nous autres, nous qui sommes jeunes, la classe montante, on nous alerte seulement de ce mamel-là, de ces grands, de ces vieux qui ont finalement mis en terre le pays. Et donc aujourd'hui, c'est un appel collectif que je dois lancer à la jeunesse, que nous sommes, cette énergie montante, cette énergie nouvelle, de la mettre quand même au profit et pour l'intérêt du pays, afin que le Congolais se retrouve. Très bien. Changer cette classe politique, peut-être la réponse, pour les uns, c'est dans la société civile. Mais pour les autres, c'est toujours dans le même système, dans la politique, mais avec une nouvelle manière de faire les choses. Bon, après, très bien, merci. Pardon, juste une incise. Les journalistes sont eux-mêmes de la société civile. Effectivement. Donc, lorsqu'on voit des journalistes être candidats, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été élus cette fois non plus. Il y a beaucoup d'échecs. Ils reviennent à leur métier de journaliste. Donc, ça veut dire que le système peut s'abreuver de nombreuses rivières. Okay. Et son renouvellement, on ne va pas rentrer dans le vomi pour reprendre ce qui était, pour refaire un repas. On en fait un nouveau. Et ce nouveau, il ne viendra pas de ce qui est venu. Je ne sais pas si vous voyez le danger que ça représente. Les jeunes qui, pendant toute leur carrière de militants, ont été élevés à chanter pour le président national, une fois devenu président national, ils vont demander à d'autres jeunes de chanter aussi. Et c'est rebelote et c'est l'éternel recommence. Et c'est le système qu'il faudrait nécessairement démanteler. Vous imaginez, c'est pour finir, j'ai vu les gens dérouler aux consultations qui viennent d'être initiées par quel bilan dressez-vous? J'ai vu des vieux depuis 1960 dire que, alors qu'on pensait que ces consultations avaient pour objectif de réunir tout le monde et composer un gouvernement qui pourra, d'après les initiateurs, tabler sur la question de la paix à l'est de la RDC. J'ai vu un vieux de 1960 sortir et dire aux gens nous sommes allés voir le premier, le conseiller de chef de l'État, parce que lors de la composition de ce gouvernement, on doit tenir compte de nos poids politiques parce qu'on a été frustrés. Est-ce que vous comprenez ça? Et avec ça, vous espérez que les Congolais peuvent continuer à donner foi à de telles personnes? Je pense que non. Et après ces consultations, vous attendez, vous personnellement, à quel type de gouvernement? Un gouvernement d'émission? Quel profil pour quel résultat? Alors, quel profil pour quel résultat? Je commence par profil. D'abord, profil au niveau des gens, de ceux qui ont été consultés. Déjà, je vous ai dit que du côté de l'Union sacrée, parce que je dois faire les deux à la fois, du côté de l'Union sacrée, vous avez vu que c'est tous ces vieux de l'Union sacrée qui ont été consultés. Ils ne vont pas envoyer les noms de jeunes, ils vont envoyer les noms de leurs copines, femmes, enfants, cousins. Il y en a qui arrivent à envoyer même les noms de leurs beaux-fils. Vous comprenez déjà que ça n'a rien à voir avec un résultat que les Congolais peuvent attendre. Déjà, ça c'est pour l'Union sacrée. Au niveau de la soi-disant représentation de l'opposition, vous voyez un peu, on vous parle de SCC, vous allez voir tout de suite l'opposition qui ont été consultés pour les comptes de l'opposition. Je n'ai pas peur de les citer ici. Quand vous regardez mon frère et ami, avec beaucoup de respect, vous regardez Jeannot Lopépé qui est là et qui représente l'Union sacrée. Je me dis, est-ce que c'est fait à dessein? Parce qu'on sait que s'il faut parler du FCC, il faut
il faut ce n'est pas seulement voir le vieux, mais il y a de jeunes crédibles au niveau du FCC qu'on devrait peut-être débaucher parce que le débauchage n'a pas commencé qu'avec Félix Tshisekedi. Ça a commencé du temps de Joseph Kabila, mais contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, Kabila a au moins débauché les intelligents. Et les gens qui représentaient quand même une certaine... Est-ce qu'il faut voir ça comme un débauchage, un cas de débauchage? Non, mais c'était un cas de débauchage. Pourquoi? C'est parce que bien avant, on dit que l'appel a été lancé. L'appel a été lancé, j'aurais voulu... Quiconque se sent intéressé à y participer, il est bienvenu. Mais c'est ça, mais j'aurais souhaité, à mon humble avis, que Jeannot Lopépé et les autres de l'opposition se présentent comme des personnalités, parce que on n'a pas dit que pour être une personnalité, il faut avoir au-delà de 50 ans. Jeannot Lopépé allait laisser la casquette du FCC et se présenter comme personnalité, comme personnalité politique à tout court. Mais quand vous partez avec un mensonge, quand vous partez, ça s'appelle... comment je peux appeler ça une théorie bancale. Donc c'est tout à fait... Vous prenez la qualité que vous n'avez pas représentant du FCC, alors que vous n'avez ni mandat ni qualité. On va d'abord écarter depuis longtemps. Vous voulez parler de l'usurpation de qualité? Usurpation de tâches. Vous regardez l'autre dame là qui a été chassée d'ensemble de Katumbi après plus de 3 ans, qui a un parti politique comme Mallette, un parti politique qui n'existe que dans l'esprit, ni siège, ni quoi que ce soit, ni personnalité juridique. On l'amène, on nous dit qu'elle représente et assemble de Katumbi. Déjà au niveau de la composition... Vous parlez de qui? La dame là qui a représenté les Nova Venir, qui a représenté Assemble de Katumbi dans ces consultations. Je vais vous donner son nom plus tard. Donc vous voyez que déjà au niveau de l'argentier, de l'organisation de ces consultations, il s'est posé un problème de crédibilité des acteurs consultés. Déjà au niveau de l'opposition, parce que vous ne pouvez pas espérer un consensus avec déjà des projets qui n'ont pas de crédibilité. Déjà, ça pose un problème. Et donc, pour s'attendre à un résultat, je me dis, mais le résultat sera un échec chaotique. Et donc, ce gouvernement, il faut qu'on nous dise clair, ça serait un gouvernement, bien sûr, qui viendra encore nous donner une classe politique. De gens qui vont s'enrichir, une autre classe qui vient à peine de s'enrichir, les autres là que vous voyez circuler avec des gyrophares en train de violer l'essence unique ici, ils vont partir finalement et les autres viendront se faire encore de l'argent, vont s'acheter des villas en Europe et en Afrique du Sud. Donc ce gouvernement n'a rien d'autre que une machine qui vient encore mettre en place des dispositifs pour rendre les autres riches. Tant que les Congolais souffrent, il n'y a pas de route à Kinshasa, allez-y voir à l'extérieur. Donc ça n'a aucun sens. Merci. Jonathan Elo, pour vous, ces consultations vous ont laissé quel goût? Je ne me souviens pas avoir regardé un seul jour de consultation. C'était tellement... anodin, presque. Vous avez suivi par la voie de presse pour moi. Tout ce qui s'est fait. Donc, pour moi, c'était recevoir ses copains de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée s'est consultée toute seule. Donc, il n'y avait pas besoin de discuter outre le fait de constater juste que le conseiller spécial en charge de la sécurité, déjà, j'ai un problème déjà avec l'intitulé. La Constitution prévoit ce qu'on appelle un informateur, qui est censé dégager une majorité. Mais à ma grande surprise, le chargé de sécurité dans un pays en guerre, au lieu je ne sais pas s'il avait le temps, en plus des consultations, de s'occuper vraiment de la situation préoccupante, le chargé de sécurité parlait avec les politiciens qui lui expliquaient que moi je veux 3 ministères, la dernière fois j'en ai eu 2 et tout ça alors que j'ai autant de députés. Et c'était ça l'objet de ces consultations? À la fin, c'est pas ce qu'on nous a appris avant, mais c'est ce qu'il y a eu à l'intérieur. C'est ça qu'ils ont fait. On connaît les politiques congolais. On sait comment ils fonctionnent. On sait très bien c'est quoi qu'il y avait dans ces mémos-là. Est-ce qu'au final, est-ce que le gouvernement qui sera mis en place ou qui sera assorti de ces consultations sera une réponse à la crise? Si vous me demandez mon avis déjà de manière globale, je pense que le mandat actuel, c'est déjà une perte de temps. C'est déjà, la non-réponse est déjà là. Parce que le choix des animateurs dépend d'une machine qui a gagné les élections. Avec 458 députés, 468, je ne sais plus. Donc, soit c'est le score comment ça s'appelle, plus fort même que le score que le MPR faisait à l'époque.
Donc, avec ce genre de machine, comment vous faites pour mettre les choses en place? On a vu dernièrement, ce week-end, le ministre délégué près de l'urbanisme et habitat, politique de la ville, le ministre Tengelito. On l'a vu entrer dans un caniveau. Et j'ai vu tout le monde s'énerver, même ici on en parlait en off. J'ai vu beaucoup de gens s'énerver après ça en disant « Oui, mais qu'est-ce que le ministre va faire dans le caniveau ?» J'ai même vu un de vos confrères, dont je tairai le nom, écrire « Non, il n'a pas lu son job description ». Est-ce qu'on l'appelle à ça exactement? Je voulais rebondir sur ça. Dans ces pays, je me dis, à un certain moment, on s'ennuie pour nous offrir un tel spectacle. Non, le problème, c'est quoi? C'est que il faut voir déjà le profil de la personne. Lorsqu'on parle de Tengelito, ceux qui ont vécu à Kinshasa... Très proche de Mbaka. Oui, mais bien avant, il était bourgmestre depuis 2009. Il a fait 10 ans, je crois, bourgmestre de Kitambo. Et c'était l'un des meilleurs bourgmestres, je crois, de la ville. Mais c'était quoi sa marque de fabrique? C'était ça. C'était les bottes, il allait lui-même sur le terrain, il faisait comme ça. Vous avez un gouvernement qui est en place depuis 9 mois. Et qui n'a pas encore reçu le décret d'attribution des compétences. Donc, ça veut dire, et un ministère comme le ministère de la Politique, je mets quiconque à défi, de me montrer un exemple antérieur à là. C'est un nouveau ministère. Donc, on demande à quelqu'un qui a fait toute sa vie. Donc, ce qu'il fait, c'est la faute d'avoir un canevas ou un job description. Il n'y a ni antécédent dans ce poste-là, dans ce pays. Il n'y a jamais eu de ministre de la politique de la ville. C'est un tout nouveau ministère. Donc, j'ai eu pitié de lui parce qu'il a à la fois le combat du pionnier et du précurseur. Donc, lorsque vous avez toute la population qui est au courant de tout, et notamment ceux qui étaient censés nous éclairer, notamment les amis de la presse que vous êtes, vous rentrez dans le débat des émotions. Parce que lorsqu'on parle des inondations aujourd'hui, c'est quoi les causes des inondations? C'est les rivières qui ne sont pas drainées, qui ne sont pas curées, et les caniveaux. On est d'accord que le boulevard du 30 juin ne se remplit pas parce qu'il n'y a pas de caniveaux. Il y a des caniveaux, mais ils sont bouchés. Quand les bourgmestres prétendent que c'est fait, on a curé les caniveaux parce que c'est de leur responsabilité. Un ministre qui se dit, je suis le ministre de la politique de la ville, je vais me rendre compte moi-même en quoi il pêche. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est à la base, c'est tout le mandat. C'est que c'est comme si vous naissez dans un bel hôpital, mais si le lit il est infesté, vous en sortez contaminé. Donc peu importe ce que tous les ministres essaieront de faire, ils vont revenir toujours à la case départ de oui, j'ai pas eu les moyens, oui, il y a eu les interférences, oui, il y a eu tout ça. Et au finish, c'est le peuple qui perd. Il y a même le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui s'en plaignait. Autorité budgétaire justement de ça. En tout cas, la machine semble être grippée. Allez, on va prendre le sujet d'actualité. Un débat s'invite au sein de l'opinion. La question sur le fédéralisme. Je commence par vous, Francis Ochoudi. Il faut à tout prix changer la Constitution pour arriver à l'union d'un État fédéral. Alors, ma question, est-ce que ce serait la solution miracle à tout ce que nous avons comme problème? Alors, il faut d'abord commencer par dire que je ne voudrais pas revenir sur Tengelito qui n'est qu'un populiste. Il est allé s'exhiber et que ça n'a rien à voir avec la gestion de la chose publique. Il voulait faire plaisir à ses copains et ses copines. Rien à voir avec la gestion, rien de sérieux. Donc je ne reviens pas pour ça. Donc c'est un gouvernement de copains et de copines. Je parle de choses sérieuses. Je n'ai pas le temps de revenir sur Tengue. Alors, pour parler de fédéralisme, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le fait que ce n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui existe depuis longtemps. Et peut-être que c'est au Congo où certains découvrent pour la première fois le fédéralisme, qui est un mode de gestion d'un État. Mais le problème ici, par rapport à ce qui est, parce que ça fait débat de plus de 4 jours, le
problème, c'est au niveau d'abord du contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait commencer par se poser la question, est-ce que dans les contextes actuels, les débats de fédéralisme est opportun? Ça, c'est la première question. Je vais répondre. La deuxième question, c'est d'abord le canal par lequel le message va passer. Ça peut poser un problème. Le canal doit être crédible et sans antécédent. Je vais essayer de répondre sur ces deux questions. Le contexte congolais actuel. Vous savez, tout le monde le sait comme moi, que la RDC, notre pays actuellement, fait face à une menace qui est réelle. La menace, c'est que le pays, aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'est pas en mesure de contrôler la grande partie de notre pays. Je ne veux pas revenir ici sur Goma, sur Bukavu et d'autres entités qui sont sous occupation. Et à ce moment pareil, où le risque de balkanisation guette la RDC, quelqu'un sort avec l'idée du fédéralisme. Est-ce que ça n'inspire pas quelque chose? C'est bon? On peut se mettre d'accord sur le fait que le pays est trop grand et qu'il y a des entités où le pouvoir central n'arrive pas à gérer totalement et pour besoin de rapprocher les gouvernés et les gouvernants, établir cet état de choses. Bon, ça, on peut être d'accord. Mais le problème se pose au niveau du contexte actuel par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que c'est le moment de venir avec un tel discours? Et pourquoi attendre seulement le moment où le pays est en guerre? Le moment où il y a des voix qui s'élèvent, certaines voix, certaines personnes sont allées même à réclamer que la partie Est soit rattachée à un autre pays. C'est à ce moment-là qu'on vous sort avec un tel discours. Qu'est-ce que ça vous explique, vous? Moi, pour moi, c'est inopportun, ce débat sur le fédéralisme. J'aurais voulu qu'on puisse d'abord se mettre, avoir le contrôle, mettre tout le monde autour d'une même table et comprendre que la RDC, c'est ce qui nous est le plus cher. Ça veut dire que la partie occupée aujourd'hui par le Rwanda et ses supplétifs, on cherche un mécanisme de récupérer d'abord cette partie parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, cette partie est gouvernée par d'autres personnes qui n'ont pas de compte à rendre à Kinshasa. Alors, si vous venez avec le fédéralisme aujourd'hui, vous légalisez cette position, cette partie-là, vous donnez, n'est-ce pas, du tonus à ces gens-là, vous leur laissez cette partie et ils vont continuer à gérer tranquillement, sans Kinshasa. Ils vont avoir une personnalité, par exemple, juridique, avec cette partie. Et aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas du Kasaï oriental, on ne parle pas du Sonkourou, on ne parle pas du Congo central, mais ça inquiète quand il s'agit de la partie Est. Parce que cette partie-là fait face à des menaces réelles de chaque jour. Alors pour moi, je pense que le moment n'est pas venu où les gens doivent vociférer sur une question aussi importante comme le fédéralisme. J'ai parlé de l'acteur. Déjà que l'ancien président de l'Assemblée nationale de notre pays, je cite Olivier Kamitatou, qui apparemment se spécialise actuellement en matière de transport de mallettes. Déjà avec lui, l'acteur pose déjà un problème. L'essentiel, ne tombez pas dans les colibés. Je dois vous peindre le tableau. Je vais parler du canal, de l'acteur du canal par lequel le message est sorti. Donc je dois peindre quand même cet acteur important de notre pays. Mais nous savons dans ces pays, Olivier Kamitatou n'est pas n'importe qui. Il a assumé des postes. Mais c'est ce que j'ai dit. Des responsabilités dans ces... C'est ce que j'ai dit. Déjà avec lui, le problème, il se pose un problème. Le problème qui se pose, c'est que il y a déjà, alors regardez comme ça, il lance un débat pour un avenir de la République. Sa personne. En quoi ça vous sa personnalité et son personnage n'inspirent pas confiance aux Congolais pour
que ce soit lui le porteur d'un tel débat. Et donc, quand ça vient de lui... Mais de quoi, à quoi vous faites allusion? Quand c'est clair, dites-nous pourquoi lui. Est-ce que vous me laissez avancer parce que oui, vous n'allez pas quand même en prêter les mots, cher ami. Non. Les mots ne sortent qu'au moment voulu. Il ne faut pas chercher à ce que j'anticipe les choses. Parce que c'est très dangereux. Ça peut être très dangereux ce débat. La question qui soulève est capitale. Pourquoi ce ne serait pas... Est-ce que vous allez me laisser avancer? Parce que, ou alors... En une minute rapidement. Vous allez m'en prêter pour moi. C'est ce que vous voulez que je dise. Pourquoi ce ne serait pas lui pour lancer les débats? J'ai dit que le personnage de Kamitatu n'inspire pas confiance aux Congolais du point de vue de ses dernières prises de position. D'abord sur les relations de leur politique. La politique d'ensemble par rapport à l'agression rwandaise, et que ça soit Kamitatu, c'est ce qu'il cherchait à ce que je dise, peut-être il m'attendait ailleurs, mais je suis revenu sur quelque chose peut-être inattendu. Je parlais bien évidemment de ses prises de position par rapport à son parti politique sur l'agression rwandaise. Moi je pense qu'il n'est pas la personne habilité à venir avec un tel débat sur la place politique aujourd'hui. Et donc, d'abord, lui-même, il est remis à cause. Et de deux, les contextes actuels ne nous permettent pas d'évoquer une telle question. Allez, merci beaucoup. À vous la parole, Jonathan Hello. Il parle de contexte qui ne s'y prêtait pas. Oui, est-ce que vous partagez son avis? Et quels sont les avantages ou les conséquences d'un tel débat ou du fédéralisme dans notre pays? Bon, déjà, j'ai beaucoup aimé parce que la référence où il a dit peut-être le Congo est trop grand. Et ça me rappelle cette anecdote de Lumumba et Kasavubu, où il lui dit Patrice, le Congo est trop grand. Et Patrice lui répond, il dit non, le Congo n'est pas trop grand, le Congo exige de nous de la grandeur. La grandeur dans ce cas précis, c'est quoi? C'est que le fédéralisme, aujourd'hui, je suis content qu'on fasse ce débat-là entre l'unitarisme et le fédéralisme. Parce que pour une fois, on nous emmène dans un vrai débat de fond. Il y a des arguments que les uns et les autres avancent. Et il y a de la Constitution au milieu de tout ça. Okay. La Constitution... La question est contre ça? Qui a clairement réglé. Mais la Constitution fait ce qu'on appelle un métissage. Voilà, un espèce de métissage entre ceux qui sont pour l'unitarisme pur et le fédéralisme pur tel qu'on les connaît. En d'autres termes, les débats ne se poseraient pas parce que la Constitution a déjà résolu ou répondu à cette problématique. Exactement, parce que ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Le RCD à l'époque, aux discussions de Sun City, tenait à ce fédéralisme-là. Okay. Et les autres ne voulaient pas. Donc il y a eu ce mélange. Aujourd'hui, par exemple, les provinces sont dotées de personnalités juridiques. Et même les entités territoriales décentralisées. Ce qui est en fait ce que certains appellent du fédéralisme fonctionnel non assumé. Donc ceux qui parlent de fédéralisme aujourd'hui devraient se renseigner sur l'état avec lequel le pays est géré aujourd'hui. Enfin, l'état dans le sens primaire du terme. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes, d'après l'article 1er de la Constitution, un état de droit souverain, indépendant et uni et indivisible. L'article 1er de la Constitution. Ce qui veut dire qu'il y a unicité de la souveraineté, il y a absence de pluralité constitutionnelle, et ce qui est déjà contraire à ce qui se passe dans un État fédéral. Parce que dans un État fédéral, il y a pluralité constitutionnelle. Mais avec la décentralisation avancée que nous avons, quel est l'argument qui déplaît à ceux qui sont aujourd'hui pro-fédéralisme et qui ne peuvent pas appliquer aujourd'hui? Le problème, ce n'est pas selon qu'on est fédéraliste ou unitariste. Vous pensez que la maman de Katarukombe aujourd'hui qui n'a pas mangé, elle a envie de savoir c'est quoi? Non, comme il a dit tout à l'heure, il faut des réponses, des incidences positives sur le vécu du petit peuple. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Aujourd'hui, la décentralisation, quelles sont les limites? Il y a beaucoup de limites qui ont... La décentralisation a montré ses limites. Elle a montré ses limites du fait de, comme on disait tout à l'heure, de l'homme politique congolais qui n'est pas préparé à gérer. Aujourd'hui, vous avez... en quoi le fédéralisme, je reviens à ma question, en quoi le fédéralisme à ce moment, à cet instant-là, serait beaucoup plus efficace
pour essayer de changer la donne. Parce que vous avez dit tantôt que la Constitution en elle-même a essayé de résoudre cette question ou de mettre d'accord les unitaristes et le fédéralisme et les fédéralistes. Mais il y a pas longtemps, nous avons assisté au débat sur le changement de la Constitution. Et le tenant de cette thèse voulait à ce que les provinces soient gérées autrement. Une sorte de fédéralisme qu'il prônait sans le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'homme congolais qui ne s'est jamais recyclé. C'est ça le problème. C'est que la Constitution est là. Il suffit de l'appliquer. Si aujourd'hui, on finit le processus de transfert des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, ça résoudrait beaucoup de problèmes que le fédéralisme n'aura pas besoin de venir. Aujourd'hui, si on gérait bien le problème de la dépendance financière, si on appliquait la Caisse nationale de péréquation, ce qui permettrait à élaguer les craintes de ceux qui se disent le fédéralisme, ça sera un Congo à 5 vitesses, a raison d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que le Katanga a été construit avec l'argent de l'Équateur. Le Bas-Congo a été construit avec l'argent du Katanga. Et Kinshasa avec l'argent du Bandundu. Et du Bas-Congo également. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde a aidé tout le monde à un moment. Mais si il faut aujourd'hui que les gens aient leurs autonomies, la décentralisation est là pour ça. Et la décentralisation congolaise est bien plus avancée que beaucoup de décentralisation dans les pays d'Afrique. Donc pour moi, le statut actuel de l'unitarisme fortement décentralisé ou fédéralisme non assumé que nous avons, il répond parfaitement aux uns et aux autres. Et aux fédéralistes, aux néo-fédéralistes, si je veux dire. Aux néo-fédéralistes. Parce qu'ils ne l'étaient pas il y a quelque temps. Il vient d'apparaître il n'y a pas longtemps. Ils viennent d'apparaître. C'est une génération spontanée qui fait irruption comme ça dans le débat. Après, bien sûr, il y a la guerre. Bien sûr, ça fait craindre le risque de balkanisation. Mais dans le fond, c'est bien de réfléchir pour le Congo. Mais pourquoi ne pas réfléchir après la guerre? Monsieur Kamita, pour qui j'ai beaucoup d'affection personnelle, devrait nous dire, il était ministre du Plan pendant 6-7 ans, si ma mémoire est bonne. Il a fait tous les gouvernements de 2006 à 2011, il est parti un peu, il est revenu 2 ans après. Pendant tous ces 5 ans, quel était le plan de développement qui était prévu post-PPTE, post-initiative PPTE, pour le Congo d'aujourd'hui, avant de venir nous expliquer le Congo de demain? Parce qu'à un moment, on lui a donné en main le Congo de demain, le Congo que nous vivons aujourd'hui. C'était en 2015, il y a 10 ans, c'était en ce moment-là qu'il devait nous dire comment on serait en train de vivre. Si je comprends bien, il ne l'a pas fait. Si la question ou le fédéralisme, le débat sur le fédéralisme se pose aujourd'hui, c'est parce que il y a une mauvaise gouvernance, l'unitarisme n'a pas su résoudre des grands dossiers. L'unitarisme est perfectible aujourd'hui. On peut améliorer beaucoup de choses. Mais vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que les politiciens... Maintenant, je me dis, doit-on évoluer avec les deux, c'est-à-dire l'unitarisme, parce que la forme actuelle de l'État, c'est pour ça que je parle de statu quo. C'est la chauve-souris. C'est les chats et la souris en même temps. Non, c'est ça justement, pardon, permettez. C'est ça justement une constitution adaptée aux réalités congolaises. Ce que nous lisons là, c'est exactement... Est-ce que ces réalités-là sont toujours des mises ou ces réalités nous poursuivent encore jusqu'à ce jour? C'est ça le problème, c'est que les politiques, les gouvernants ne veulent pas assumer pleinement leurs responsabilités. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la Caisse nationale de péréquation? Où est-ce qu'on en est avec le transfert des pouvoirs aux provinces? Comment vous expliquez que jusqu'aujourd'hui, en 2025, le ministre de l'Intérieur peut suspendre une assemblée provinciale? Où est-ce comment on arrive là? C'est parce que les politiques ne se sont pas recyclés. Vous voyez, un peu comme nous, les juristes, on a eu un moment le droit au WADA. C'était tout nouveau pour beaucoup de gens. Et il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne se sont pas adaptés à ça. Et ce sont ces mêmes personnes qui applaudissent quand on leur dit le chef de l'État peut aujourd'hui suspendre, le DG ne peut pas être suspendu sauf accord préalable du chef de l'État. Parce qu'ils ne se sont pas recyclés. Allez, en un mot, mis à part le contexte, mis à part la personne qui propose ce débat ou qui lance ce débat,
vous personnellement, seriez-vous favorable au fédéralisme ou à la forme actuelle de l'État? Non, moi, je voulais vous dire que d'abord, il faut comprendre que le fédéralisme ne vient résoudre aucun problème. Le problème, c'est que moi, je propose d'ailleurs qu'on puisse renforcer le système de gestion actuel. Comment le renforcer? Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous, Congolais, qui n'avions peut-être pas compris conscience de vouloir évoluer les choses. Sinon, même si on migrait vers le fédéralisme, mais ce sont les mêmes acteurs qui vont gérer. Ça va changer quoi? Ça aurait changé quoi? Voilà. On va faire le cercle vicieux. Et donc, le problème, c'est nous-mêmes, Congolais, que ce soit l'unitarisme, que ce soit le fédéralisme, rien n'apportera de solution sans que nous-mêmes, Congolais, nous ne puissions adapter la gestion par rapport aux réalités congolaises. Ça, c'est de un. De deux, parce que je parlais du contexte. Il y a des risques par rapport au contexte actuel. Pourquoi? C'est parce que déjà que le fédéralisme peut facilement amener au séparatisme. Par rapport au contexte actuel. Oui, par rapport. Je parlais du contexte et je reviens pour donner un élément très important. Peut-être que les gens semblent ignorer. On a 1000 chances de facilité à ce que le fédéralisme puisse amener au séparatisme. Et le séparatisme menacerait facilement l'unité nationale et l'intégrité de notre territoire. C'est pourquoi je dis... Mais pour un État fragile... C'est déjà pour un État fragile comme le nôtre. On ne peut pas mener un tel débat à l'heure actuelle. Pour le fédéralisme. C'est vraiment une question qui doit, pour le moment, mettre de côté. Parce que vous n'allez pas commencer par aller au fédéralisme directement sans passer par la révision, par exemple, de la Constitution. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, quelle est la question, la vraie question qui bloquerait, c'est que le chose marche dans le pays? Qu'est-ce que la Constitution bloque? Parce que si on veut aller au fédéralisme, il faut d'abord commencer par... Il faut d'abord réviser, changer la Constitution. Mais est-ce que la Constitution aujourd'hui constitue un blocage pour que ceux-là qui ont occupé des postes de responsabilité depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce que la Constitution leur a empêché de faire? Et qu'ils vont faire après le changement carrément de la Constitution. Et donc pour moi, le fédéralisme n'apportera aucun changement. Le problème, c'est l'adaptation de notre politique par rapport aux réalités qui sont congolaises. Très bien. Très cher Francis Ochoudi, prenons le deuxième sujet. Je vais commencer avec Jonathan et Léo. On parle du débat ou la polémique qui est enflée depuis quelques heures, qui finance ou qui financerait l'initiative des pères spirituels. Je parle de l'ECC et de la SENCO dans leur démarche de rabibocher les esprits pour un plan de sortie des crises que nous voulons tant pour juguler avec cette situation que nous vivons dans notre pays. Pour vous, y a-t-il des contradictions possibles entre ce que disent les pères spirituels? Point de besoin de revenir sur les différents messages. Je crois que vous avez eu le temps de suivre les débats. Bon, je pense personnellement que c'est un peu ce débat, c'est un peu fouiller, chercher des poux sur la tête d'un chauve. Est-ce que l'initiative en soi, elle était mauvaise ou elle était utile pour l'avancement de la situation actuelle, l'avancement de la paix? Est-ce qu'elle était utile? Je pense qu'elle est utile aujourd'hui. Le dialogue est utile, la preuve, on va à Doha aujourd'hui. Mais le financement, qu'il vienne de Lucifer lui-même ou de trucs, à la base, l'Église catholique et les protestants, ce sont ce qu'on appelle des associations sans but lucratif. Comment sont financées ces associations? C'est par les dons et legs de personnes anonymes ou pas, mais volontaires à l'aide. S'ils reçoivent, ils ont pris les dîmes des gens comment on appelle, de la paroisse et puis amener et puis faire cette initiative-là. Le Congo gagne ou il perd dans cette initiative? Mais dans ce débat-là, le Congo perd par contre. Parce qu'on décourage les initiatives positives.
C'est ça qui va se passer. C'est que dorénavant, tout celui qui voudra venir va se dire, j'aurai la foudre de tout le monde. Que le Rwanda ait financé un billet d'avion ou 2 billets d'avion. On connaît tous, on sait tous la position financière des 2 églises. Excusez-moi du peu. On sait très bien que l'église catholique, ce n'est pas l'église catholique que vous verrez faire des appels de fonds pour construire une maison pour le pasteur ou des choses comme ça. Non. On connaît leur puissance financière. Donc, ce genre de débat ne nous avance pas. Au contraire, c'est ceux qui lancent ce débat-là, c'est un peu comme le débat sur le fédéralisme. Il y en a qui lancent la question, oui, mais comment ils sont financés? Mais en vrai, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne sont pas crédibles. Donc, les consultations qu'ils sont en train de faire ne doivent plus nous concerner. On est en train d'aménuiser nous-mêmes les chances de s'en sortir. Paix et d'un dialogue entre Congolais. Et de l'autre côté, je pense que les catholiques ont le cuir épais. Ils ont eu à faire face à de nombreux présidents. Ce ne sont pas des ouailles déferlées sur les réseaux sociaux qui vont y changer quelque chose. En tout cas, c'est à ça que je crois. Est-ce que, Francis Ochudi, leur message n'a-t-il pas été interprété de manière erronée? Parce que quand Fulgence Muteba parle du soutien, il ne fait pas allusion au financement. Mais par contre, il fait allusion à l'hospitalité ou à la prise en charge pendant leur séjour dans ces différents pays. La question que j'aimerais vous poser sur ces sujets, est-ce que les pères spirituels ont trahi leur combat? Il peut être noble au départ, mais chemin faisant, il se perd un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Cher ami, je crois que c'était un débat d'une grande nullité, excusez-moi le terme, parce que le vrai problème n'est pas au niveau de qui finance qui. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire qui finance Doha? Qui a financé Luanda? Ce sont des financements. On vous présente un problème réel. Le problème réel, c'est qu'il faut que les Congolais, tous les Congolais, en tout cas de manière générale, puissent se retrouver sur une même table pour discuter des choses vraies. Pourquoi? C'est parce que le pays a un problème. Et tout ce que vous trouvez, tout ce que vous mettez en avant-plan, c'est le financement. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur le financement. Notre ami là qui était en face de l'évêque, il semblait même intimider l'évêque par rapport à ces questions. Est-ce que l'évêque a parlé du financement en termes d'argent? Le financement peut être de l'eau, peut être un contact. Il n'a même pas parlé du financement, il a parlé Vous sortez de chez Paul Kagame avec des enveloppes. Le soutien peut être en termes de contact, peut-être en termes de facilitation. Mais pourquoi, dans les têtes de certaines personnes, on ne voit que de l'argent? Parce que le gars qui était au devant de l'évêque quand même posé la question, ça veut dire que vous êtes sorti avec des enveloppes de Paul Kagame. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si c'est quelqu'un qu'on a envoyé pour soutirer de mots à l'évêque et faire du chantage, comme on est en train de le voir. Ouais, il n'a fait que son travail de journaliste en posant des questions et en essayant de soutirer le maximum d'informations à son invité. C'est un travail de journaliste, bien évidemment, mais j'aurais voulu aussi que des journalistes culturels puissent beaucoup plus s'intéresser à la culture et laisser aussi la politique de côté, parce qu'il y a eu une sorte de confusion quelque part, même dans notre façon de poser des questions. Comment dites-vous ça? Mais dans notre façon de poser des questions, vous allez trouver qu'il y a vous êtes libre de vos spécialités dans n'importe quel domaine. Ça, c'est un élément très important. Et donc, je disais que le problème est réel. Tous les Congolais doivent se mettre ensemble, discuter sur le sort de notre pays, se convenir sur la marche des institutions de la République. Parce que, regardez un peu, cher ami, le pacte social initié par les évêques. On parle du pacte social qui devrait mettre tout le monde d'accord, et du jour au lendemain, il y a les consultations pour le partage des gâteaux qui sortent. Est-ce que vous pensez qu'entre le pacte social initié par les évêques et le gouvernement qui va sortir d'ici là, quelle est la démarche qui va amener la solution aux problèmes que nous avons actuellement?
Vous pensez que ce gouvernement qui va sortir va apporter des solutions aux problèmes qui se posent actuellement? Jonathan dit que c'est rien du tout. L'émotion dans ces débats est en train, ou serait en train d'aménuiser sensiblement nos chances de s'en sortir. Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est un avis que vous partagez également? C'est ce que je vous dis, tout simplement parce que nous ne voulons pas regarder le vrai problème. Nous voulons toujours proposer des raccourcis au lieu de raconter la vérité. Et la vérité est qu'aujourd'hui, tous les Congolais doivent se mettre ensemble et pas passer par des consultations pour le partage d'un gâteau. On peut se partager les gâteaux aujourd'hui. Vous pensez que si aujourd'hui le gouvernement sort à Kinshasa et les hostilités qui se posent à l'Est vont carrément s'effacer? Les problèmes vont rester, les individus vont s'enrichir. Et donc, il y a nécessité qu'on soit sérieux nous-mêmes quand même, on sait tous qu'il y a 1000 Congolais, 1000 idées, il y a des divergences qui sont là, mais maintenant, il est question de la patrie. Et pour l'intérêt supérieur de notre nation, tous les Congolais, nous devons nous mettre ensemble au prix de tout ce qu'on peut, condition que la République démocratique du Congo soit toujours unie, comme l'a toujours prôné Patrice Emery Lumumba, et c'est le plus important. L'argent, le financement, c'est son concours pour la paix, l'unité de notre pays. Moi, je ne vois aucun mal. Merci beaucoup. On va chuter, on prend le dernier sujet. Il y a eu développement de la situation. On a un nouveau médiateur dans le pourparler entre Kigali et RDC. De Doha sortira quelque chose où nous devons d'ores et déjà nous rabattre sur le processus de paix de Luanda. Et aussi le retour du Joseph Kabila au pays par la partie orientale. Ceci est en train d'intriguer plus d'un Congolais, en trouvant cela abject et même inacceptable que l'ancien chef de l'État fasse son comeback par Goma, selon Olivier Kamitato. Vous avez 2 minutes pour conclure. Okay. Et 2 minutes également à Francis Ochoudi. Alors je vais faire très vite. Vous savez, dans ce pays, on a une facilité d'amnésie collective. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura un gouvernement Badi Banga 2, mais sans Badi Banga comme Premier ministre. Ça va s'appeler peut-être Souminois ou je ne sais pas moi qui. Parce que c'est les gouvernements éphémères qui ne sont pas assis sur des vraies bases de dialogue. Aujourd'hui, Doha, c'est la même chose qui se passe. Avec une si faible inclusion des acteurs en présence dans les conflits, je crains que l'argent ne peut pas tout acheter. Je crains que l'argent des Qataris ne peut pas tout acheter. Donc, si on veut composer entre l'Union africaine, l'ONU, Doha, et si on veut, mais surtout ajouter nos médiateurs locaux, du moment que ça donne une chance de paix durable. Parce que si on veut faire les choses juste parce qu'il faut les faire, ça nous fait gagner 3 mois, on tombe. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez, on parlait d'émotion dans les débats. Vous avez Joseph Kabila qui dit « je vais rentrer par la partie orientale du Congo ». La partie orientale du Congo, elle va de l'Ituri à Kasumbalesa. Donc, ça inclut beaucoup d'autres villes en plus de Goma et Bukavu. Et après tout, Joseph Kabila n'est ni condamné, ni poursuivi, ni même sous mandat provisoire pour une quelconque infraction qui l'empêcherait de rentrer dans son pays. Donc, je ne vois pas pourquoi ça intriguerait qu'il dise qu'il veut revenir par... Il est sorti comment? Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je sais qu'il a ses habitudes sur la route de Kasumbalesa. Donc, ça ne m'intrigue pas plus que ça. Donc, je pense aujourd'hui que nous allons perdre en paix sur la durée si on veut gagner en temps dans le partage du gâteau. Si on pense que Doha, c'est plus rapide, je vous ai dit, l'argent n'achète pas tout. Si on pense que l'Union africaine, je vous rappelle que le président actuel de l'Union africaine s'est lavé les mains et ne veut plus être impliqué dans les affaires de cette histoire de M23, etc. Pourquoi? C'est parce qu'il a suffisamment fait? Ou il a appelé les uns les autres je ne suis pas dans à la conscience, à la prise de responsabilité dans ces conflits? Je pense que la situation des Congolais a toujours été l'une des plus compliquées à gérer en Afrique. Vous imaginez un pays où il y a eu un président et 4 vice-présidents. Pire, Abdoulaye Wade est venu ici pour la conférence nationale. Vous vous souvenez de ces mots à l'égard de ceux qui étaient les mouvanciers de l'époque.
Donc, c'est l'homme congolais qui est frappé d'amnésie collective. On se dit toujours que voilà, en jambon, la situation... Kojo est rentré ici, donc c'est terrible. Donc voilà, donc les Kojo, tout ça, ils sont venus. Donc on se dit, on a notre amnésie collective. On a oublié qu'il y a eu Badi Banga qui a fait les dialogues, qu'il y a eu 3 mois de gouvernement avec un seul conseil des ministres. Et aujourd'hui, il s'en plaint dans toute la ville. Et parce que ce n'était pas assis sur des bonnes bases. Donc, asseyons les choses sur des bonnes bases et on verra que les chances de paix durable seront conservées plutôt que de les détruire avec des débats, comme a dit mon frère ici présent, Ochoudi, de nullité sans égale. Je me dis, par moment, nous devons avoir l'essence de l'histoire. C'est très important, surtout pour ceux qui sont aux affaires. 2 minutes pour conclure également. Alors, moi, je pense, je l'ai d'ailleurs d'ici rappelé à tout le monde, que nos considérations partisanes, à un moment donné, on doit les oublier et regarder en face de nous la réalité qui nous attend, qui nous rattrape toujours. Donc aujourd'hui, il est vraiment important, il est impérieux que ce soit ceux qui soutiennent Doha et ailleurs, encore que nous ne savons pas qui finance Doha et quelles sont les vraies motivations de cette facilitation. C'est encore un élément qu'on va revenir pour peut-être étaler ici. Il faut qu'on puisse regarder de vrai. Le pacte social, si c'est quelque chose, c'est une considération qui va nous amener dans la paix durable, il faut qu'on y prête quand même attention. L'ami a parlé du retour de Joseph Kabila, qui a bloqué l'actualité pendant près d'1 semaine. Pourquoi est-ce que le retour d'un citoyen dans ce pays peut faire l'objet de débats sur des plateaux de télé? Mais quand on nous regarde ailleurs, est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Parce que quelqu'un n'est pas un citoyen ordinaire. Parce que quelqu'un a annoncé son retour au pays. Pourquoi? C'est parce qu'il y aurait des soupçons qui pèseraient sur lui. Et d'ailleurs, laissez-moi préciser quelque chose ici. Il y a l'autre là, un certain Moukoumad qui s'est allié à la rébellion. Moi, je plaide pour la cause... Joseph Moukoumadi. Moi, je plaide pour la cause des journalistes. Vous savez, cher ami, qu'au Sonkourou, il y a des journalistes qui sont traqués parce qu'ils ont travaillé pour la radio de Moukoumad. Quels sont les liens? Moi, je suis un journaliste, je travaille ici. Aujourd'hui, le patron de ma chaîne s'est décidé de faire sa vie. Pourquoi est-ce que moi, je serai traqué? Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a un camion qui a amené le matériel pour la construction d'une école dans le cadre des 145 territoires au village de Moukoumad, que nous condamnons tous pour les gestes qu'il a fait? Mais ce camion a été arrêté en cours de route. Pourquoi? C'est parce que ce camion ne peut pas arriver au village, parce que ce village-là est considéré comme le village des rebelles. On ne peut pas construire une école. Vous voyez que on parle d'un état de droit, mais apparemment ça s'apparente à un état de règlement des comptes qui n'a rien à voir avec l'état de droit. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette prise de conscience pour que nous-mêmes d'abord puissions nous prendre au sérieux, avant de chercher à ce que les gens viennent nous jeter des fleurs. Parce que si nous-mêmes là, nous commençons à aller dans les effectifs, dans des choses qui ne sont pas importantes, est-ce que vous pensez que même à Doha, même celui qui facilite la rencontre entre Kinshasa et Rwanda aujourd'hui, nous prendra au sérieux tant que nous-mêmes, nous sommes dans la futilité? Nous ne savons pas placer les contextes dans leur place due. Et donc, aujourd'hui, je pense, je profite pour lancer cet appel à tous les Congolais, consciencieux, parce que les égarés vont toujours camper sur les positions, mais au moins, il y a des Congolais qui sont conscients, qui savent aujourd'hui que le pays est en difficulté et qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, rechercher la paix durable. Merci beaucoup, Francis Ochoudi, de votre temps. Vous êtes journaliste, patron de médias et aussi analyste politique. Nous avons réussi sous cette casquette d'ailleurs, d'ailleurs. Mais aussi, on a eu l'honneur d'avoir sur ces plateaux Jonathan Eleo. Vous êtes président du mouvement Debout Congolais, membre de la société civile. Merci
et votre précieux temps. Merci. Nous passons peut-être vous retrouver très très prochainement avec la même grande équipe et la même dose de plaisir. Pour l'instant, prenez soin de vous. L'actualité reste en continu. Allez, à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.